Merci beaucoup Sylvie. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la directrice générale de l'ARS, Madame la présidente de la cour d'appel, de la cour administrative d'appel, pardon, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le président de la métropole du Grand Nancy, Madame la présidente de l'université, Messieurs les doyens, Monsieur le commandant adjoint du SDIS, mon colonel, Mesdames et Messieurs les collègues des centres hospitaliers de Lorraine, notamment nos chers amis des Vosges, Monsieur le directeur général du CHR qui nous suit en visio, Monsieur le délégué régional de la FHF, Mesdames et Messieurs les représentants de tous nos partenaires de l'offre de soins, la HAD, les professionnels de santé, les cliniques privées, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et les représentants des usagers, Mesdames et Messieurs les personnels du CHRU, chers collègues, chers tous, je tiens à vous remercier tous très chaleureusement aujourd'hui de nous faire l'amitié d'être avec nous pour partager ce moment convivial à l'occasion des vœux. Et je vous souhaite du fond du cœur tous mes meilleurs vœux de joie, de santé, de sérénité pour vous-même, pour vos enfants, vos parents, vos proches, en espérant que l'année qui commence vous offre beaucoup de moments de joie, de bonheur, et puis qu'elle vous préserve évidemment des épreuves de la vie. Et puisque c'est la période des vœux, c'est aussi la période des résolutions, et de souhaiter, avec souvent beaucoup de sincérité, de résoudre pour l'année qui vient un certain nombre de sujets difficiles, voire terriblement difficiles. Et ces résolutions ont souvent en commun le paradoxe un peu cocasse de mettre à la fois beaucoup d'enthousiasme dans une quadrature du cercle. Et c'est aujourd'hui un peu cet exercice que je vous propose. Et on a ici beaucoup d'enthousiasme. Et quand il y a de l'enthousiasme, le bonheur n'est jamais très loin. Et quand il y a de l'enthousiasme pour un projet commun, la solidarité augmente et le but se rapproche. Et aujourd'hui, pour ces vœux 2026, je vous propose 3 quadratures du cercle que nous proposons de faire tomber ici au CHRU. La première quadrature du cercle, c'est la réduction de notre impact environnemental. La lutte contre le réchauffement climatique, ce qui devrait être la première de nos luttes, le premier de nos combats, au lieu d'émettre du carbone pour fabriquer des bombes ou de se soucier de la souveraineté des peuples voisins. Et aujourd'hui, si vous le permettez, je vais partager ma source secrète d'énergie, d'engagement sur ce sujet. Et il s'agit évidemment de mes 3 filles. Car si nous sommes paresseux ou indolents et si nous ne souhaitons pas faire ces efforts pour nous-mêmes, nous le devons à nos enfants. Et l'objectif est qu'eux aussi puissent se permettre d'être optimistes face à l'avenir. Et en juillet dernier, j'étais au spectacle de classe de ma petite dernière, Alice, qui a 8 ans. Et les enfants ont écrit tout un spectacle qui s'appelle Kinder der Zukunft, donc les enfants du futur. Ils ont fait tous les décors, les costumes, les textes, les chansons. Ils ont imaginé des enfants qui sont touchés, les enfants du futur. Donc, c'est nos enfants pensent à leurs enfants. Donc, vous voyez l'intelligence de nos enfants. Et ils ont imaginé donc des enfants qui sont touchés par la montée des eaux, qui errent en canoë à la recherche des survivants, à la recherche d'eau, de nourriture, d'une terre, et ils finissent par rencontrer des animaux qui sont aussi tristes, désemparés par les changements environnementaux. Et à la fin du spectacle, ils finissent par trouver une île où enfants, animaux, nature ont appris à vivre en harmonie, où le monde peut recommencer. Et les enfants, c'est ça qui m'a beaucoup marqué, en sont ressortis incroyablement motivés pour changer le monde, et vraiment pour changer de mode de vie. Et moi, quand j'ai questionné ma fille, pourquoi, c'est papa, j'ai pas fait Kinder der Zukunft pour rien. Et voilà, c'est ça leur motivation, et c'est pour moi la première leçon de vie énorme, c'est que ce sont les enfants qui nous donnent une leçon d'optimisme. Et deuxième leçon dans cette leçon d'optimisme, c'est un message que je n'ai pas oublié, c'était une chanson très émouvante du spectacle qui disait « Le plus beau reste à faire », c'était le refrain. Le plus beau reste à faire. Et ce qui a achevé, moi, de me tirer les larmes dans le spectacle, c'est que dans le défilé final, c'est ma petite Alice qui portait l'écriteau « Le plus beau reste à faire ». Donc ça a achevé de me l'ancrer dans le cœur. Et oui, le plus beau reste à faire, et le plus beau, c'est à nous de le faire. Et les premiers résultats du CHRU sur la réduction de notre empreinte environnementale sont probants. Vous vous souvenez sans doute qu'on doit diminuer de 5% par an nos émissions pour limiter l'augmentation de température en deçà des 2 degrés. Et nous, on a franchi une étape, la première étape qu'on a mesurée est très significative, puisqu'en 2024, donc vous vous souvenez qu'en 2025, il faut avoir atteint le maximum et à partir de là, diminuer. En 2024, nous avons réussi à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 3,8%.
Le premier levier, c'est la réduction très forte des gaz anesthésiants à l'hôpital d'enfants. Donc, merci et un grand bravo aux équipes de l'hôpital d'enfants. Et puis, le deuxième levier important, c'est l'optimisation des énergies, donc grâce au travail des services techniques, et merci beaucoup à eux. Et dans les impacts qui nous ont au contraire augmenté les émissions carbone, il y a évidemment nos travaux qui ont un impact. Et puis, il y a l'augmentation d'activité, puisque cette année, c'est une année où on avait eu 12% d'augmentation d'activité. Si on retraite cette augmentation d'activité, nous aurions diminué de 14% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, le moins 5% par an est faisable, et il faut évidemment qu'on continue de se mobiliser pour poursuivre cette trajectoire de réduction de notre impact environnemental. C'est un chemin qui est faisable et c'est un chemin que nous devons à nos enfants, encore une fois, pour qu'eux puissent se permettre d'être optimistes face à l'avenir. C'était la première quadrature du cercle et elle est faisable. La deuxième quadrature du cercle, c'est celle des pathologies chroniques. C'est l'immense défi des pathologies chroniques avec l'espèce de double facteur d'accélération. Le premier, c'est d'abord le mur du vieillissement démographique. Nous en parlons depuis plusieurs années, mais depuis quelques semaines, nous le voyons à vue d'œil. C'est-à-dire que la part des personnes âgées de plus de 75 ans qui nécessitent d'être hospitalisées a significativement augmenté cet hiver, indépendamment de la grippe, par rapport à l'hiver précédent. Et ce phénomène-là, nous allons le voir année après année, et nous sommes, ça y est, dans le mur du vieillissement, nous y sommes déjà. Le deuxième facteur d'accélération, c'est l'incidence des pathologies chroniques. Elle augmente elle aussi, et elle augmente aussi en touchant les tranches d'âge de façon plus précoce. Quand on regarde, par exemple, les cancers du sein triple négatifs, malheureusement, elles touchent des femmes de plus en plus jeunes. Quand on regarde aussi les diabètes de type 1 dans la tranche des moins de 20 ans, ça a augmenté de 50% en 10 ans. Donc, c'est des chiffres effrayants qui montrent bien l'accélération, qui montrent bien que c'est quelque chose qui est à vue d'œil. Donc, c'est un double challenge de santé publique et puis double urgence sanitaire, même si c'est une crise qui est lente. Et face à ce double challenge, les équipes du CHRU de Nancy commencent à récolter les fruits de leur travail qu'elles ont amorcé il y a plusieurs années, qu'elles ont amorcé à la sortie de la crise Covid. Je vais citer 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est le nombre de lits fermés, puisque début janvier, nous sommes à 9 lits fermés, seulement 9 lits fermés. Alors bientôt, on a évidemment la perspective d'arriver à 0. Et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis au-delà de ma mémoire, puisqu'en 2019, il y avait une quarantaine de lits fermés. Et sur ce point, je tiens à remercier les cadres de santé, les cadres supérieurs qui font un travail extraordinaire pour vraiment faire le maximum pour maintenir ces lits ouverts, maintenir toutes nos capacités ouvertes au maximum pour répondre aux besoins de santé de la population. Et les 2 autres chiffres que je vais citer, c'est les chiffres d'activité 2025 par rapport à 2024, où on a fait plus 10% d'hospitalisation complète, donc en 2025 par rapport à 2024, et plus 27% en hospitalisation de jour. Donc, c'est chiffre croissance chinoise, comme dit Marc de Bouvry. Donc, croissance à 2 chiffres qui montrent surtout l'immensité du besoin de santé de la population de Lorraine. Et c'est un chiffre qu'on regarde avec beaucoup de sérieux parce qu'encore une fois, on a une capacité de réponse qui est inférieure aux besoins de santé. Et c'est un chiffre aussi qui montre que des leviers existent et qu'on peut agir face à ce challenge des pathologies chroniques. Et je tiens à saluer à cet égard l'effort de toutes les équipes cliniques qui travaillent à développer ces parcours, à prendre en charge les patients, à être au maximum de l'efficacité et de l'efficience au quotidien pour pouvoir répondre au maximum du besoin de santé. Donc nous continuerons de tirer la bobine des pathologies chroniques pour déjouer la quadrature du cercle sur les pathologies chroniques avec tout un plan d'action. Et puis on continuera évidemment de développer des parcours de prise en charge avec plus de complétude, plus de transversalité dans ce que l'on propose à nos patients. Et puis, nous avons aussi la chance à Nancy d'avoir des collègues de ville, des professionnels de santé de ville qui sont remarquables. Ce n'est pas une articulation aussi étroite qui existe dans tous les territoires. Et avec ces collègues, nous avons démarré il y a un peu plus de 2 ans l'expérimentation de la responsabilité populationnelle sur le diabète de type 2. Et nous avons fait la preuve à Nancy que ce dispositif, la responsabilité populationnelle, fonctionne à l'échelle d'une métropole. C'est une première en France. Et effectivement, Nancy est pionnière et nous serons le camp de base de la généralisation de la responsabilité populationnelle qui se fera avec la Fédération nationale des CPTS, avec l'UNPS et ses URPS, et puis avec l'appui des CHU. C'est le chemin qui est dressé, c'est un chemin qui a montré son efficacité par rapport aux pathologies chroniques. Donc ça, c'était pour le
deuxième rendez-vous, la deuxième quadrature du cercle, les pathologies chroniques. Troisième quadrature, c'est celle du contrat social. Rien que ça, vu l'état de la société, vu l'état du monde, on en discutait tout à l'heure avec la directrice générale de l'ARS. Et je serais évidemment très humble par rapport à tout ce contexte, par rapport à tous ces séismes. Et je vous invite juste à relire le discours de Camus pour la réception du Nobel en 1957. Et en particulier, il y a 2 paragraphes qui concernent sa génération à lui, qui a dû travailler à empêcher que le monde ne se défasse, ne se désintègre, avec, je cite quelques mots, une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Et c'est encore et toujours la fameuse génération qui a fondé les ordonnances de 1948, dont nous avons l'héritage, et puis génération qui a vu aussi le macartisme et toutes les suites, donc avec un enseignement qui est très très intéressant à lire. Et puis dans ce contexte, à notre humble niveau, il faut évidemment qu'on réaffirme et qu'on fasse vivre aussi souvent que possible les principes de vérité, les principes de liberté, les principes de respect mutuel, les principes de justice, et je le dis ce mardi 14 janvier, les principes de solidarité, de fraternité, d'égalité homme-femme, de science, on est dans un CHU, de rationalité, d'écologie. Et modestement, faire vivre au CHU nos valeurs, au premier chef, rappeler la médecine, ce qu'est la médecine, une science avec une méthode précise pour mettre en évidence les effets cliniques et les différents parcours thérapeutiques à mettre en place. Et puis, les 4 valeurs qu'a rappelé Sylvie tout à l'heure, la bienveillance, le respect, l'engagement et le faire équipe. Et comme l'a dit Sylvie, pour illustrer ces valeurs, nous avons souhaité mettre en avant nos équipes ou nos coéquipiers préférés. Et pour la bienveillance, j'ai souhaité que soit mis en avant une association, car elles ont un rôle très important dans les politiques publiques. Souvent, elles interviennent là où il n'y a aucun acteur institutionnel. Et puis, pour le soin, elles accompagnent les patients dans l'aménagement de leur nouvelle vie autour de la maladie et encore une fois, à un endroit où il n'y a souvent aucun acteur institutionnel. Et dans la catégorie des coéquipiers préférés, je suis très heureux de céder la parole dans quelques instants au professeur Michel Dossa, à nos amis de la Ligue contre le cancer, parce que grâce à eux, nous changeons réellement la donne dans la lutte contre le cancer. La Ligue participe et accompagne les patients dans leur prise en charge, dans leur vie, et elle nous accompagne aussi à être à la pointe de la cancérologie européenne et que nous puissions nous aussi faire vivre la promesse des ordonnances de 48, délivrer les meilleurs soins à tous. Et je terminerai en racontant une anecdote qui dit beaucoup sur le cœur de bénévoles comme sur le cœur des hospitaliers. Ça part d'une très belle, une des peut-être des plus belles rencontres que j'ai faites depuis que je suis arrivé au CHRU de Nancy. Et je l'ai faite grâce à vous, Michel, cette rencontre. Il s'agit de Bernard Braun, le fondateur d'Une Rose, un Espoir, donc l'association de motards qui est partie à 29 ans de 45 motards ultra motivés et qui aujourd'hui sont plus de 15 000 à organiser un week-end où, en échange de roses, il y a des dons qui sont versés à la Ligue contre le cancer. Donc vous connaissez, j'imagine, son bel accent lorrain, vous connaissez aussi un cœur que je trouve aussi généreux que pudique, un personnage très attachant, et je vais vous faire l'écho d'une histoire qu'il m'a racontée la dernière fois qu'on s'est vu à l'occasion de l'inauguration du robot pour les nodules pulmonaires. Et c'est l'écho d'une histoire qui se passe dans un petit village du côté de Jarny, si je ne me trompe pas. C'était une petite fille qui attendait sagement mais impatiemment la caravane des motards depuis manifestement longtemps. Et quand les motos sont arrivées, la petite fille a accouru vers eux toute joyeuse. Mais la pauvre, manifestement, n'était pas en très grande forme et presque tout le contraire, puisqu'elle avait l'air toute frêle et maladive. Elle a commencé à leur expliquer qu'elle avait très envie de les voir, qu'elle était très impatiente, qu'elle attendait depuis longtemps et qu'elle avait encore plus envie de les voir parce que l'an prochain, elle n'était pas sûre de pouvoir les voir puisqu'elle avait une leucémie. Donc Bernard Braun lui a offert des roses et il lui a dit qu'en échange de ce cadeau, elle devait lui faire une promesse et un cadeau. Et cette promesse et ce cadeau, c'était de se retrouver au même endroit l'année prochaine, sur la même place du village, et d'être en bonne santé. L'année d'après, à ce même endroit, sur cette même place, la petite fille était bien là.
Et chaque année depuis, elle est là, elle est fidèle au rendez-vous. Et évidemment, elle grandit grâce aux équipes du CHRU et elle grandit grâce à l'association Une Rose, un Espoir. Donc voilà l'histoire que je souhaitais raconter, l'histoire qui dit beaucoup, je trouve, sur le cœur des soignants, sur le cœur des personnels hospitaliers, sur le cœur des bénévoles des associations qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, de leur temps, de leur vie pour les patients. Et puis voilà le cœur aussi que je souhaitais, avec lequel je souhaitais saluer la nouvelle année pour que nous rentrions avec une histoire où la solidarité, le cœur, la médecine, la science prévalent sur l'action humaine bien plus que la logique de rapport de force. Voilà, Michel, je suis ravi de vous céder la parole. De tout mon cœur, je vous souhaite une très très belle année 2026. Et souvenez-vous, le plus beau reste à faire. Merci à Arnaud Vanès, directeur général du CHRU, et à toute son équipe, à toutes les directeurs, directrices adjointes, qui me donnent à la fois le plaisir et l'honneur de vous parler d'un sujet qui est la bienveillance, examiné au travers du partenariat entre le comité 54 de la Ligue contre le cancer d'une part et d'autre part le CHRU de Nancy. En effet, dans le parcours de soins en cancérologie, la technicité, l'expertise médicale, l'innovation thérapeutique sont évidemment essentielles. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à répondre à l'ensemble des besoins des patients et de leurs proches. Face à l'épreuve de la maladie, une autre dimension s'impose qui est fondamentale, c'est la bienfaisance. La bienveillance, est une qualité qui n'est pas seulement une intention. La bienveillance, c'est une manière d'être en relation, une attention qui est portée à la personne dans toutes ses dimensions, physique, psychologique, sociale et émotionnelle. C'est reconnaître que derrière chaque patient, il y a une histoire de vie, des inquiétudes, des espoirs et une dignité à préserver. Car soigner, c'est aussi accompagner. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit depuis plusieurs années le partenariat entre le comité 54 Ligue contre le cancer et le CHRU de Nancy. Dans ce partenariat, la bienveillance s'exprime dans le cadre des soins de support qui sont mis en place conjointement par ces deux entités. Ces soins de support sont aujourd'hui reconnus comme une composante essentielle du parcours de santé. Ils visent à améliorer la qualité de vie des patients à toutes les étapes de la maladie. Ils permettent aux personnes touchées par le cancer, pendant et après les traitements, de bénéficier d'un soutien psychologique, d'être écoutées et soutenues dans un espace de convivialité, de retrouver de l'estime d'elles-mêmes grâce aux soins prodigués par des socio-esthéticiennes, de récupérer du tonus musculaire par de l'activité physique adaptée, de restaurer leur fonction cérébrale altérée à la fois par la maladie, mais également par les traitements, grâce à des exercices de remédiation cognitive. Enfin, de revenir à une vie familiale normale et professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Car les soins de support sont dispensés depuis 2017 mis en place par le comité 54 au sein du CHRU. Ils ont permis en particulier la prise en charge des enfants malades, des soins qui se poursuivent, des soins qui n'ont pas été interrompus du tout pendant tout le Covid, alors que malheureusement, nous étions confinés. Les socio-esthéticiennes et sophrologues ont pu effectivement participer aux activités du personnel soignant très méritant à l'intérieur du service d'oncopédiatrie du CHRU de Nancy. Ce comité 54 a aussi contribué en 2020 à la mise en place de l'activité physique adaptée au sein du CUMSAPA du CHRU de Nancy. Cette année, 2026, les adultes touchés par le cancer pourront également bénéficier de soins en socio-esthétique grâce à une collaboration entre l'unité mobile ambulatoire oncologique du CHRU de Nancy et le comité 54. Ces soins de support, une fois les traitements terminés,
sont poursuivis à l'intérieur de nos locaux ou dans 7 sites du département pendant toute une année et de façon gratuite. Ces soins de support sont fondamentaux. Ils se poursuivent actuellement et depuis déjà quelques années grâce à l'activité de notre secrétaire général Jean-Maurice Pugin par la mise en place de ce qu'on appelle la paire aidance, c'est-à-dire permettre à des personnes qui ont rencontré la maladie, après une formation faite par la Ligue nationale, d'intervenir auprès des malades, de leur apporter leur ressenti, leur expérience et également leur espoir. C'est un grand merci aux 2 services avec lesquels on débute, le service ORL et d'autre part le service de chirurgie digestive, pour lesquels les responsables de ces services nous ont ouvert leurs portes. Un grand merci à eux. En conclusion, la bienveillance est un pilier du soin. À travers le partenariat entre le CHRU de Nancy et la Ligue contre le cancer, elle s'incarne chaque jour dans une approche humaine, attentive et respectueuse des personnes. Enfin, dans cette période difficile, agitée, inquiétante, comment ne pas vous dire que la bienveillance est fondamentale? C'est quand même la meilleure solution pour bien vivre ensemble et en paix. Je vous remercie pour votre attention et je vous présente mes meilleurs vœux. Merci Sylvie, bonjour à toutes et à tous, cher Arnaud, monsieur le directeur général, madame la directrice générale de l'ARS, chère Christelle, monsieur le président de la CME, cher Marc, monsieur le sous-préfet, chère Hélène, monsieur le doyen, cher Stéphane, chère Chahinès. Je crois que je vais arrêter là parce que sinon je vais manger mes 5 minutes, mais enfin en tout cas, vous avez toutes et tous à la fois mes salutations amicales et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, je vais essayer de prolonger, puisque le mot d'ordre qu'a lancé Arnaud ce matin est celui finalement de réinscrire, Michel, vous venez de l'illustrer magnifiquement, de réinscrire l'excellence qu'incarne le CHRU dans le cœur de ce qu'est la proximité, le soin, la prise en compte du besoin de chaque patient, de son parcours de vie. Et ça n'est pas le moindre des exercices dans ce qui est aujourd'hui le 6e hôpital français au titre de son classement annuel dans le magazine Le Point, qui fait référence, que de pouvoir à la fois être cet établissement de référence régional, grand régional, national, et ce lieu où l'attention individuelle finit par l'emporter sur toute autre considération. C'est un peu, je crois, en tout cas j'ai la faiblesse de le penser, ce qui nous caractérise assez bien, nous autres les Lorrains. Nous ne sommes pas une région qui a pour habitude, je ne parle pas de la région administrative, hein, je vais faire là je fais une référence plus culturelle que politique. Nous ne sommes pas une région de tambours et de trompettes. Nous sommes peut-être un peu moins volubiles que d'autres. Et donc parfois, on nous dit, quand on nous regarde d'ailleurs, qu'on ne sait pas exactement comment nous caractériser. Eh bien, nous savons comment nous caractériser. Et la retenue n'exclut en rien l'empathie. Le souci de la réserve n'exclut en rien la volonté de bien faire, de toujours mieux faire et d'exceller. Et je crois que réconcilier ces 2 dimensions-là, le CHRU l'illustre chaque jour et je voudrais remercier toutes ces équipes. Alors, il y a de multiples exemples qui l'illustrent. Je ne vais pas en faire un inventaire à l'après-vert, mais année après année, Gallet conserve sa place de numéro 1 dans la chirurgie de la main. Nous venons de franchir une nouvelle étape sur la prise en charge et la lutte contre la sclérose en plaques. Là aussi, pour identifier toujours mieux ce que nous sommes, ce que nous faisons. On a beaucoup parlé ces dernières années des MICI, du label IHU, avec toutes les complexités que cela rencontre, mais néanmoins, cela contribue à nous tirer vers le haut. Et tout ça, c'est aussi ce que vous faites au quotidien. Ça s'inscrit dans un contexte de transformation, et ce n'est jamais le plus simple
mais je crois que vous l'avez, Arnaud et Marc, rappelé hier lors du point presse, ça n'est jamais le plus simple de continuer à tenir les deux bouts de la chaîne et dans le même temps de transformer en profondeur, comme c'est en train d'advenir, ce qu'est le CHRU. Ce sont près de 800 millions d'euros. Alors, ces chiffres-là, à l'échelle de nos vies, ils sont théoriques. 785 millions d'euros investis pour un nouvel hôpital à Nancy. Monsieur le sous-préfet, madame la directrice générale de l'ARS savent bien ce à quoi cela ramène. Eh bien, ça n'est ni plus ni moins qu'un des principaux projets français, et même, si j'en crois le directeur général, un des plus grands projets hospitaliers en Europe aujourd'hui, en termes d'investissement public. Ce qui signifie que nous sommes à l'aube de plusieurs années où les choses vont être parfois plus complexes, parce qu'il va falloir faire du site occupé, et vous avez déjà commencé à l'éprouver à Brabois. Il va falloir ici, dans ce quartier de l'hôpital central, entamer des mutations très profondes. Au-delà des changements d'habitude professionnelles, c'est aussi tout un quartier, toute une ville qui va vivre au rythme des transformations du CHRU. Hélène Boulanger pourrait le dire mieux que moi, et Stéphane Zully aussi. L'enseignement supérieur, les formations en santé ont un peu ouvert le bal ces dernières années, puisqu'elles se sont déjà toutes progressivement rapatriées ou localisées sur le plateau de Brabois, étant dans la préfiguration de ce qu'est finalement demain ce nouveau quartier de Brabois, qui va être le lieu de référence de tout le Grand Est pour la santé et l'hôpital public. Alors ici, nous continuerons à soigner, puisque le centre-ville et le CHRU, il travaille d'ores et déjà avec la ville et la métropole, va continuer à être un lieu où certains soins, certaines analyses, certains rendez-vous seront honorés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure, de rupture brutale. Mais si je soutiens ardemment ce projet, malgré toutes les complexités urbaines qu'il implique, c'est parce que depuis longtemps, je m'étais laissé convaincre de l'incongruité d'avoir un hôpital d'enfants et une maternité si éloignés l'un de l'autre, pour ne prendre qu'un seul exemple, et qu'il était temps, là aussi, pour la qualité du service rendu, pour la qualité des soins, et bien de finalement franchir cette nouvelle étape. Je terminerai mon propos en vous disant que cette bienveillance, cette attention à chacun, cet esprit lorrain, eh bien, il doit aussi nous amener en 2026, et c'est ce que je souhaite, à poser les bases de cette grande coalition territoriale. Cette grande coalition qui doit porter l'ensemble des acteurs de la santé. Je salue la présence du directeur de l'Institut de cancérologie de Lorraine. Nous avons d'ailleurs accueilli hier soir à l'hôtel de ville Thierry Conroy pour l'ouvrage qu'il vient récemment de publier, et qu'il a aussi dans un écosystème territorial sur le plateau de Brabois, mais au-delà de l'écosystème territorial, dans un vrai ensemblier en matière d'acteurs de santé, eh bien, peut encore nous amener à être plus forts dans la prise en charge de tous les cancers. Mais au-delà de ça, nous savons que nous avons des sujets épineux sur la table, parce que 2026 ne pourra malheureusement pas être fait que de bons sentiments. Et j'en appelle à ce que, par exemple, nous trouvions avec le Conseil régional du Grand Est les bases aujourd'hui d'un nouveau partenariat pour pouvoir soutenir les formations, notamment les formations paramédicales. Il faut rétablir une ligne de dialogue constructive, fructueuse. C'est absolument indispensable, parce que les besoins en professionnels de santé, notamment infirmiers et infirmières, professionnels paramédicaux, ne vont que croître dans les années qui viennent. Et nous devons donc, de ce point de vue-là, afficher une ambition commune, comme c'est le cas, par exemple, avec le département de Meurthe-et-Moselle, sur les enjeux aujourd'hui d'accessibilité. Je prends cet exemple-là du plateau de Brabois. Nous travaillons d'ores et déjà au sein du GIP à la transformation de l'échangeur, à la refonte du réseau routier, pour faire en sorte que l'hôpital de demain soit un hôpital accessible depuis l'ensemble du sud de la Lorraine, car c'est aussi un établissement de référence qui dépasse de loin les limites administratives de Nancy et du Grand Nancy. Nous avons donc du pain sur la planche avec l'État, avec la région, avec le département, avec l'ensemble des collectivités, avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Je sais le professionnalisme, l'engagement, la détermination qui est la vôtre. Je sais l'attention au quotidien que vous portez à vos missions, à vos patients et à vos collègues. Et je crois que ce sont les meilleures armes, les meilleurs atouts pour continuer à réussir ensemble. Et je vous souhaite évidemment une très belle année 2026. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas écrit mon discours avec l'IA. Tiens à le dire.
Et en tant que président de la CME du CHRU, je voudrais insister aujourd'hui, avec les quelques minutes qui me sont imparties, à la partie Q. Chère Hélène, cher Stéphane. Quelle est la nature profonde d'un CHU? Ces dernières années, on peut ressentir une certaine malaise, un état d'âme, que je vais vous faire partager, où on a, sur le plan des politiques publiques, une volonté d'universitariser parfois tout et peut-être n'importe quoi. Comme si une partie de la solution de tous nos maux passait par ce mot quasi magique, fantasmatique d'universitariser. Alors, on universitarise des territoires, des établissements de santé, des corps de métier, des nouvelles disciplines, mais ça doit rentrer dans un cadre exigeant, très contraint, qui doit démontrer une cohérence pédagogique scientifique. En recherche, il suppose le développement de compétences en méthodologie, en analyse critique, en remise en cause constante de ces procédures et une écriture scientifique. L'encadrement de cette recherche, ça implique la création de laboratoires, d'équipes de recherche, l'encadrement de mémoire, travaux de recherche, discussions constantes avec des jeunes collègues. Les institutions doivent déposer d'enseignants-chercheurs qualifiés, professionnels de terrain, capables d'enseigner, d'articuler pratique et théorie, et de mettre en place les procédures, les investigations, l'innovation, la recherche. Dans nos centres hospitaliers, l'une des principales contraintes, c'est la cohabitation de cultures, culture universitaire, qui nécessite abstraction, théorisation, analyse commune et partagée en équipe, du temps passé, donné. La culture professionnelle, de notre côté, axée sur l'efficacité, les gestes, l'action. Les deux sont absolument essentiels et aucune n'est supérieure à l'autre. Elles sont juste complémentaires. La recherche, ça nécessite un personnel qualifié, des infrastructures, des plateformes. Tout ceci, ça nécessite une acculturation importante, du temps, beaucoup de temps. De plus, la recherche s'est compliquée ces dernières années du fait de la concurrence scientifique et des contraintes liées aux multiples réglementations qui arrivent au fur et à mesure. Et à côté de la recherche, la formation, c'est une obsession constante, c'est très exigeant. C'est passionnant, certes, mais difficile. Et la pédagogie, elle s'est professionnalisée. Elle ne s'improvise plus. Du point de vue de l'individu, désormais, en sus de ses fonctions de praticien hospitalier et d'enseignant-chercheur, hospitalo-universitaire, s'est vu adjoindre une mission de planification, d'analyse de la démographie médicale de sa discipline et son organisation. Et ces missions nécessitent une acculturation qui est longue, un travail important. Ça entraîne aussi beaucoup de souffrance, puisque ces missions sont certes passionnantes, mais dures, exigeantes, extraordinairement chronophages. Cette triple mission, c'est l'essence même de nos CHU. On ne peut imaginer sa remise en cause. Toutes et tous, hospitalo-universitaires, avons intégré très tôt cette culture qui est le fruit d'un long cheminement. Et toutes ces missions exigent qualité de prise en charge des patients, mise en jour constante des connaissances médicales et aussi évaluation des collègues de l'état de santé du territoire. Les coordonnateurs des différents DES, des spécialités médicales, connaissent parfaitement le milieu régional. Ils savent comment leur discipline va évoluer au cours des prochaines années, notamment sur la question cruciale de la démographie médicale. Il faut savoir se reposer sur leur expertise. La tenue de la santé de notre territoire en dépend. Vous avez facilement compris mon message. Universitariser, c'est un processus magnifique, structurant. Mais c'est aussi dur, difficile, très exigeant, et ça nécessite surtout une organisation pour préparer le terreau nécessaire à cette démarche. Universitariser, ça ne peut pas être lié à une personne, c'est lié à une démarche collective, un long processus commun, c'est le faire équipe. Mon second message, très rapidement, c'est de remercier les équipes du CHRU. L'activité du CHRU a progressé à un rythme important, de croissance à 2 chiffres, ce n'est pas banal dans la période actuelle. Ça veut dire que le CHRU s'adapte à une vitesse impressionnante grâce à son collectif et son organisation interne, en répondant aussi à une demande importante en soins de la population. On pourrait l'expliquer soit par des carences des propositions alternatives au CHRU,
soit par l'explosion du besoin en soins. Peut-être que la vérité se situe au milieu et des deux côtés. En tout cas, merci à vous toutes et tous, équipe soignante, équipe médicale, jusqu'aux femmes de ménage qui font un boulot fantastique. Merci aussi de tenir inlassablement malgré les adversités qui peuvent être épidémiologiques, on le voit en ce moment, conjoncturelles, par exemple les grèves du secteur privé, peuvent en être un exemple, ou encore en lien avec les fluctuations, voire certaines incohérences de nos politiques publiques. Je tiens aussi à remercier nos équipes de direction, qui peuvent se trouver parfois écartelées au milieu d'injonctions contradictoires, et la plupart d'entre vous gardent tête froide, bien focalisés sur l'essentiel, tourner sur le cap à atteindre, quel que soit le sens des vents. Et aussi un message, si nous décidons de faire évoluer nos structures, j'évoque ici par exemple la question des délégations, il faut le vivre avec une volonté d'amélioration de notre efficience, d'une nécessaire adaptation vers davantage de transparence de l'action des uns et des autres, et se dire aussi que l'évolution des structures, c'est un phénomène naturel, c'est une vie normale de notre établissement. Et pour boucler mon propos par rapport à la première partie, nous sommes CHU, donc quand on ait fait évoluer notre propre structure, il faut aussi aborder l'évolution de fonctionnement interne avec une attitude universitaire, une analyse des expériences des autres, une étude de faisabilité. On pose une hypothèse principale, on fait une étude pour voir si l'hypothèse se confirme ou non, et on neutralise les facteurs de confusion. Ensuite, on met en place et on continue d'évaluer chacune des étapes qu'on met en place. Vous avez très bien compris tout mon message, et je tenais à vous transmettre tous mes meilleurs vœux pour cette année à toutes et à tous. D'ailleurs, vous aviez un ancien directeur de l'ARS qui disait les représentants d'usagers, on a des droits, mais on a aussi des devoirs.
Voilà. Et ça, je l'ai bien retenu. Et de la même manière, les institutions et les professionnels ont la responsabilité d'accueillir, d'informer et de traiter chacun avec équité. En cultivant le respect au quotidien, nous construisons un climat de confiance plus humain et plus efficace pour tous. Ensemble, faisons du respect non pas une contrainte, mais une valeur partagée. Tout le monde y gagne, la structure qui soigne, les personnes qui soignent, et ceux qui se font soigner. Et un jour, vous pourriez, et je ne vous le souhaite pas, devenir un patient. J'aime bien finir par une citation en général, et celle-ci, elle va être d'Honoré de Balzac, qui disait « Le respect est une barrière qui protège également le grand comme le petit. Chacun de son côté peut se regarder en face. » Voilà, merci pour ce partage, merci pour cette part de dialogue, monsieur le directeur, et je vous souhaite une année 2026 la plus sereine possible. Merci. À toi. Mesdames et messieurs, je vous salue respectueusement en vos qualités respectives. La parole m'est accordée en qualité de représentant des usagers du CHU pour vous parler du thème imposé du respect. Les humains que nous sommes ne peuvent pas vivre isolément. Tous les humains sur la planète Terre vivent en groupe, en société, quelle qu'en soit la forme et l'organisation. Dès lors, le respect, c'est la manière d'être qui régit les relations interpersonnelles. Le respect, ce ne peut être que mutuel, ce ne peut être que des autres et de soi-même. Le respect mutuel n'est pas une règle abstraite, c'est une condition première. Ce n'est pas une mode, mais un concept philosophique. C'est une élévation d'esprit qui place au-dessus des préjugés. Le respect, c'est une attitude et un comportement qui consiste à reconnaître la valeur de quelqu'un ou de quelque chose et de décider et d'agir en conséquence. Le respect n'est pas une génération spontanée, c'est d'abord une question d'éducation. En résumé, le respect implique écouter l'autre, accepter les différences, traiter chacun avec dignité, respecter les règles de vie communes. Et alors, la tradition veut souvent que les prises de parole se terminent ou contiennent des citations. Camus, Saint-Exupéry. Et je vais vous proposer non pas de conclure par une citation, mais par expliquer un concept que vous connaissez peut-être, mais qui est le concept suivant. Quand deux personnes possédant chacun 1 euro se rencontrent, échangent leur euro, elles se quittent chacune en ayant 1 euro. Quand deux personnes ont chacun une bonne idée et qu'elles échangent leur bonne idée, elles se quittent en ayant chacun 2 bonnes idées. Je vous souhaite donc beaucoup de bonnes idées pour 2026. Merci beaucoup à vous deux pour vos mots et votre regard qui nous est essentiel. J'invite maintenant Christine Lavoie, coordinatrice générale des soins, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers invités, vos grades et qualités. C'est avec grand plaisir que je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter, comme il est d'usage en cette mi-janvier, mes meilleurs vœux, tout d'abord de bonne santé, mais aussi de joie, de sérénité, de réussite personnelle et professionnelle, tant pour vous-même que pour votre famille, vos proches, et en espérant, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud Van Est, que cette nouvelle année qui commence nous préserve des épreuves de la vie et nous apporte beaucoup de satisfaction et de petites et grandes joies. Une nouvelle année qui s'ouvre, c'est souvent l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, voire de nouvelles résolutions, mais c'est aussi souvent l'occasion de regarder dans le rétroviseur et de voir quels sont les événements marquants qui ont jalonné l'année écoulée. C'est aussi à cette occasion que je vais vous faire le retour, si vous le voulez bien, des événements qui ont le plus impacté les équipes pédagogiques et soignantes.
Certes, on ne peut pas échapper au fait que 2025 a connu son lot d'imprévus et un certain nombre de situations difficiles pour les équipes soignantes, notamment en lien avec des incivilités et des actes de violence. Mais ce qu'il m'importe de souligner aujourd'hui devant vous, c'est la capacité dont chacun d'entre vous et l'ensemble des équipes soignantes a fait preuve pour relever les défis, avancer dans le même sens et garantir une offre de soins qui est toujours de grande qualité. Un des défis relevés est incontestablement d'ordre humain. Comme nous l'a dit le directeur général, nous avons traversé des difficultés importantes les années précédentes en termes de recrutement et de fidélisation du personnel paramédical. Cela s'est soldé par des fermetures de lits et une offre de soins qui en était par conséquence réduite. Aujourd'hui, un important travail de stabilisation des effectifs paramédicaux a été parcouru. Pour autant, ne crions pas victoire trop tôt, le contexte reste fragile. Cet effort d'embauche a été mené avec la contribution de tous et je tiens à saluer bien entendu les équipes paramédicales pour lesquelles j'œuvre au quotidien, mais aussi les équipes pédagogiques avec qui nous travaillons de concert et les équipes administratives avec qui rien n'aurait été possible. Si on a fait un effort donc, pour attirer davantage de professionnels à l'hôpital, l'effort a été aussi consenti pour fidéliser ces professionnels. Et à ce titre, un travail conséquent a été mené pour analyser les causes des départs. Ces dernières, certes, restent multifactorielles, mais aujourd'hui, les cadres se sont emparés d'un nouvel outil managérial pour permettre d'accompagner au mieux les équipes et leur offrir une qualité de vie au travail satisfaisante, garante de leur fidélisation parmi nous. Ainsi, en suivant une formation innovante qui s'appelle la formation CIMAN, simulation managériale, de nombreux cadres sont aujourd'hui des personnes ressources pour leurs collègues et vont s'engager d'ailleurs dans la formation de leurs pairs. L'amélioration des recrutements et la fidélisation des agents est aussi le résultat de l'investissement de tous ceux parmi vous qui se sont engagés dans différentes actions. Pour ne pas toutes les citer, je vais en évoquer quand même quelques-unes. Les job dating, l'accueil, l'accompagnement d'étudiants, d'apprentis, de cadres apprenants, de nouveaux collègues, voire des actions plus spécifiques comme l'ouverture des pôles pour permettre à des professeurs de l'académie de venir avec des étudiants visiter les unités, l'accueil de lycéens, l'organisation de cafés de recrutement, voire des actions de team building pour favoriser la cohésion d'équipe. Grâce à votre mobilisation, nous retrouvons aujourd'hui la situation de 2020 et de nombreux lits fermés peuvent enfin aujourd'hui réouvrir. Pour en citer quelques-uns, je parlerai de l'unité d'hépatogastro-entérologie, des lits de neurovasculaire et le secteur 3 de cardiologie. En parallèle, d'autres lits ont été créés. Ainsi, 10 lits supplémentaires ont été ouverts à l'unité post-urgence polyvalente, 2 lits de soins palliatifs ont été créés en UHSI et le service d'accès aux soins a pu augmenter ses plages horaires. Enfin, je tiens à souligner la collaboration efficace entre la direction des soins et le service d'accompagnement professionnel et social, qui travaillent souvent dans l'ombre, mais sans qui l'accompagnement des agents soignants ou non en reconversion ne serait pas possible. Un grand merci à vous tous. En deuxième lieu, le CHU est une communauté soudée. Pour l'illustrer et pour illustrer notre capacité à travailler ensemble dans le même sens, je prendrai 2 exemples. Tout d'abord, le rapprochement de la direction des soins et celle des instituts de formation avec la création du département des soins et des instituts paramédicaux. Ce rapprochement a été initié début 2025 par Catherine Muller. Aujourd'hui, un partenariat fort est mis en place avec les 2 directions, mais aussi avec l'université. Au cœur des unités, le faire équipe entre équipes de soins, cadres apprenants, cadres de santé, tuteurs, cadres formateurs et étudiants prend tout son sens. Ainsi, les 9 écoles et instituts s'inscrivent dans une démarche permanente de la qualité des formations, portée par des équipes pédagogiques engagées. Et de même, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour la formation CIMAN,
La qualité le déploiement d'approches pédagogiques innovantes, toujours en lien avec la simulation, ont permis d'améliorer la communication entre professionnels, que ce soit au bloc opératoire, au SAMU avec les ARM ou dans les unités de soins. Enfin, la collaboration et la coopération entre les écoles, les services hospitaliers contribuent pleinement à l'attractivité et la fidélisation des agents. Le deuxième exemple que je souhaitais évoquer devant vous aujourd'hui pour illustrer notre capacité à avancer ensemble, et je ne pouvais pas y échapper, c'est bien entendu le projet du nouvel hôpital de Nancy. Il a quant à lui mobilisé plus d'une centaine de personnes à ce jour, issues de tout horizon, pour constituer des groupes de travail divers portant sur les plans architecturaux, les parcours patients, les locaux types. Les professionnels de tout secteur et aussi des secteurs spécifiques tels que l'imagerie, les blocs opératoires, la pharmacie, le transport, la logistique et j'en oublie, se sont mobilisés autour d'une vision partagée et tournée vers l'avenir. Leur implication témoigne d'un fort esprit collaboratif et d'une capacité d'adaptation essentielle dans un contexte en constante évolution. Le travail est bien engagé, il va se poursuivre avec la même dynamique cette année encore. Pour conclure, je souhaitais aborder la qualité de notre offre de soins. Comme l'a dit notre Mathieu Klein, notre maire président du conseil de surveillance, nous sommes encore cette année classés à la 6e place des meilleurs hôpitaux de France au classement de la revue Le Point. Mais au-delà du classement, c'est surtout la reconnaissance du travail et la qualité des soins proposés qui doit être soulignée. Et ce, même en période de travaux ou de déménagement qui ont impacté quelques unités, et les pôles concernés se reconnaîtront. Dans le cadre d'une dynamique d'amélioration continue, vous avez tous réalisé un travail remarquable et essentiel pour évaluer vos pratiques, pour les ajuster si nécessaire et vous engager dans une réussite haut la main de la visite de certification qui est programmée en mars 2026. En parallèle à ce travail de fond, des dispositifs innovants ont vu le jour. Parmi eux, je citerai le déploiement de nouvelles activités au SOS Main, la création du service d'analgésie périopératoire, le SAPO, et la création de 2 unités d'abord vasculaires en anesthésie Le Poire et anesthésie à Bras-Bois. En parallèle, l'informatisation a poursuivi son chemin. Ainsi, les pôles AREMPO et enfants néonates se sont engagés dans le déploiement de la feuille d'anesthésie informatisée, mais aussi l'informatisation de la biberonnerie en 2025 et à partir de cette année, le lancement du logiciel ICA en réanimation pédiatrique. Bien d'autres actions au bénéfice de la qualité des soins pourraient être rappelées, mais le temps qui m'est imparti file. Aussi, je vous renouvelle à nouveau mes vœux, avec comme priorité, bien entendu, une excellente santé, mais aussi une visite de certification à la hauteur de tout ce que vous donnez et un environnement de travail fluide et inspirant. Merci Christine pour ce témoignage sur ces réussites collectives. Et je vous propose maintenant d'aborder la 3e valeur du CHRU de Nancy, l'engagement, avec comme témoin le professeur Luc Frimat, chef de service de néphrologie, à travers le sujet de la greffe notamment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc la cérémonie des vœux, c'est un moment où on cherche à se projeter. Et moi, je vais vous inviter à faire un petit retour en arrière. Vous avez quelques chiffres sous les yeux que je vais commenter. Je suis là pour vous parler de la transplantation rénale. Et l'année 2025, c'est une année, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mirifique, époustouflante. En effet, il y a eu 119 greffes rénales adultes et 4 greffes rénales enfants. C'est un total de 123, alors que notre standard habituel, c'est 90-95, donc on est à plus 30%. Alors, il y a quelques semaines, en consultation, un greffé me demandait « Professeur, et la greffe, comment ça va ?» Alors, je lui ai répondu « Plus 30%. » 30%, mais vous savez, j'étais chef d'entreprise et 30%, c'est plus qu'un exploit. Donc, quantité au rendez-vous, mais aussi la qualité.
La greffe d'organes, la greffe rénale, c'est l'activité la plus surveillée en France par l'Agence de la biomédecine. Et tous les greffons, les 123 greffons, ont fonctionné. Donc, c'est excellent. Et pour les patients, la greffe, c'est pas l'affaire d'un jour, hein, c'est vraiment l'affaire d'une vie. Je suis en consultation un patient greffé depuis 44 ans. Et je rappelle ici que Nancy, le CHU de Nancy a été la seconde ville de province, après Toulouse, à pratiquer une greffe rénale le 9 octobre 1970. On est 3000 et quelques greffes plus loin. En 1970, je sais que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, n'est-ce pas? Mais ces exploits, nous les avons réalisés ensemble. Car pour réussir la greffe, il faut un orchestre symphonique top niveau, avec beaucoup de pupitres. C'est pas seulement un service de néphro, un service d'uro, non, c'est des services médicaux, des services chirurgicaux, techniques, administratifs. Je n'oublie pas la biologie, la pharmacie, tous les services partenaires qui nous envoient leurs patients, les 12 structures qui nous envoient leurs patients pour la greffe. Je n'oublie pas Metz, Épinal, Verdun, qui sont avec Nancy les 4 structures qui pratiquent le prélèvement d'organes. Que ferions-nous sans eux? C'est aussi très positif 2025 car le CHU et la ville de Nancy sont devenus ambassadeurs du don d'organes. Donc ça nous engage collectivement, mais ça vous engage chacun individuellement. Il faut que vous soyez des ambassadeurs, des shoguns du don d'organes. Pensez-y tous les jours, c'est vraiment important. Parlez-en autour de vous. La greffe, c'est un collectif, mais j'ai souhaité remercier quelques professionnels. Et je commencerai par remercier Catherine Pitz. Catherine, elle est au pupitre service néphrologie hospitalisation. Et croyez-moi, avec tous les travaux, une année de travaux pour préparer l'ouverture des soins intensifs de néphrologie, c'était vraiment une sacrée gageure d'arriver à faire 119 greffes adultes. Et Catherine, elle va partir en retraite en 2026 à l'apogée de ses talents et je la remercie par avance. Je remercie aussi la professeure Alice Arninck, pupitre HLA. Alice est très discrète, mais c'est l'expertise vraiment très haut niveau international, couplée à une énergie positive fantastique. Je remercie Hélène Grégoire. Hélène Grégoire, c'est pupitre UPOT, unité de prélèvement d'organes et de tissus. Une femme discrète, mais de conviction, avec beaucoup de ténacité, et c'est en grande partie grâce à elle qu'on est arrivé à ce niveau de greffe. Je voudrais remercier aussi la professeure Anne-Lyne Germain au pupitre bloc, parce qu'elle a fait un travail magnifique, elle anime de main de maître le bloc. Sans elle, impossible de faire 119 greffes. Et je termine par remercier Marc Ladrière. Alors vous le connaissez comme vice-président de CME, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'il est un petit peu comme moi néphrologue. C'est un homme remarquable. Tout le monde connaît sa bienveillance et son engagement transversal. Alors dans quelques instants, on va s'applaudir pour ces beaux résultats 2025, mais on va aussi retrousser nos manches. Parce qu'en 2026, il va falloir essayer de faire peut-être pas aussi bien. On s'est donné comme barre de dépasser 100, si on dépassait 100 greffes tous les ans, ce serait vraiment formidable. Donc bravo et merci. Merci, professeur. J'ai même l'impression que vous cochez nos 4 valeurs, après vous avoir entendu. Et je vais passer la parole à monsieur le professeur Stéphane Zuilly, donc doyen de la faculté de médecine, maïeutique et des métiers de la santé. Merci. Eh bien, bonjour à tous, et je ferme le bal. Je ferme le bal avant la deuxième partie de convivialité qui sera la plus importante. Donc je ressens votre envie de passer à l'étape suivante. En tout cas, j'aimerais faire une conclusion comme après un congrès, en tant qu'universitaire, la personne qui doit finir la session et qui essaye de mettre des liens avec tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. On parle de valeurs. J'aimerais aujourd'hui vous parler des valeurs de l'Université de Lorraine, puisque le CHRU est U, le NHN U universitaire
de demain et universitaire, et le CHRU incarne les valeurs de l'université et l'ensemble de ses universitaires également, avec un très bon exemple qui a été mis en valeur par Luc Frima à l'instant. 5 minutes, 5 valeurs. Ces valeurs ont 10 ans. Elles ont été validées au conseil d'administration du 20 septembre 2016 de l'Université de Lorraine, et je commencerai par l'universalité. L'universalité, puisque chaque jour, les universitaires enrichissent le champ de connaissances dans tous les domaines de la science, en faisant dialoguer les disciplines et les savoirs. Nous intégrons au sein de cette communauté nationale et internationale l'ensemble des universitaires, et elle met ses résultats au service de l'humain. L'université garantit à ses membres le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et veille en particulier à intégrer chacun dans le respect de l'égalité femmes-hommes et de la diversité. Universalité, équipe, ensemble, pour les valeurs de l'université. Quand j'entends à l'instant Luc Frima parler de pupitre, je serais très heureux de vous accueillir pour les vœux de la faculté ce soir à l'Opéra, avec en idée cette idée de cohésion d'équipe, puisque en effet, l'équipe est majeure et sans équipe universitaire au CHRU ou encore mieux en Lorraine, puisque nous sommes université de Lorraine, avec ce projet qui n'est plus un projet, qui est une réalité d'universitarisation du CHR, ce lien fort qui nous lie. Et je vous rappelle que les armes de l'université, il y a 2 grands livres, qui sont Nancy et Metz, qui sont les 2 livres et les 2 piliers de la création de l'université de Lorraine. Eh bien, nous universitarisons le territoire, et c'est quelque chose qui est une réalité maintenant et qui doit aller encore plus loin vers la confiance humaine que nous devons continuer à engager pour faire en sorte qu'une seule et même équipe, Lorraine universitaire, puisse être responsable sur le territoire. Mais c'est également des universitaires qui, à l'échelon individuel, s'engagent et vont bien au-delà de nos frontières. On parlait tout à l'heure de l'équipe de greffe, avec toute une équipe derrière. Je parle également à tous les coordonnateurs de centres de maladies rares qui font que des centres de référence nationaux puissent exister ici à Nancy et soient les boussoles de soins, de recherche et d'enseignement sur des thématiques rares. Et je pense également aussi à une très belle décoration au niveau international du professeur Conroy, l'ICL, qui a pu bénéficier d'un regard et aussi d'une mise en lumière de tout son travail sur une carrière. Donc c'est ça, être universitaire, c'est s'engager et d'avoir cette première valeur d'universalité. La deuxième valeur, c'est la créativité. Créativité, puisque nous sommes conscients que nous nous inscrivons dans un monde en perpétuelle et rapide mutation. L'université, et notamment l'Université de Lorraine, se conçoit comme une structure dynamique et inventive dans chacune de ses missions. Et donc, on prône l'interdisciplinarité pour inventer de nouveaux modes d'enseignement et de diffusion des connaissances. Madame Lavoivre, il y a quelques instants, parlait de la formation SIMAN, SIMMAN, Simulation en Management. C'est une innovation pédagogique. Nous ne travaillons plus et nous n'évaluons plus nos apprenants, je ne parle pas que d'étudiants, mais d'apprenants, simplement sur les connaissances. Nous évaluons l'ensemble de nos apprenants sur les compétences. Nous sommes passés du code de la route, je remplis un QCM, au permis de conduire. Si nous évaluons par le code de la route, nos étudiants, nos apprenants vont nous poser des questions. De la même manière que j'ai pu avoir un étudiant un jour, je lui pose une question, il me répond « Pouvez-vous me donner 5 propositions, je vous dirai lesquelles sont bonnes ?» Non. Et donc, plutôt que de le faire réciter bêtement une recette, nous sommes passés à Top Chef, Master Chef, quel que soit ce que vous pensez être utile, mais en tout cas, nous sommes là sur la compétence et c'est ce qui nous intéresse, des compétences. Cette compétence définie pour que de meilleurs médecins de demain soient dans les 7 compétences que je vais vous donner. La première, la compétence de clinicien, faire un bon diagnostic, compétence de communication. Oh, à quel point c'est important de bien communiquer. Communication empathique, communication entre soignants, coopération, réflexivité, apprendre de ses erreurs et s'améliorer constamment, acteur de santé publique, responsable éthique et déontologique, et puis, compétences de scientifique. On base nos choix sur des résultats tangibles. C'est l'évidence-based medicine et non pas l'éminence-based medicine. Donc cette créativité, pour faire en sorte que cette université puisse créer du savoir, transmettre, nous l'incarnons au quotidien au CHRU, puisque nous sommes au CHRU, et demain,
l'universitarisation du territoire nous permettra de pouvoir développer et territorialiser ces valeurs universitaires sur le territoire. Et la créativité également, c'est de créer des enseignements différents. Et je rassure et je tends une main vers les associations de patients qu'on a pu entendre ce matin. Je suis heureux de voir que maintenant, nous l'avons fait, et ce depuis 2 ans, sans attendre les décrets de 2025, que nous associons des patients à nos côtés pour donner des cours à la faculté. Je serai très heureux dans quelques jours de pouvoir, main dans la main avec une patiente partenaire, ma patiente, et en même temps une ancienne soignante et directrice de crèche au CHRU, d'avoir la possibilité de pouvoir donner des cours avec son prisme de patient aux étudiants et aux apprenants. Et c'est un changement de paradigme. Troisième valeur, réflexivité. Réflexivité, on l'impose à nous-mêmes, université, mais on l'impose aussi aux étudiants. C'est un point qui est extrêmement important. On produit, on transmet des savoirs qui sont validés par un travail collectif, fondé sur l'indépendance, la transparence et le refus de tout dogmatisme. Et on sait à quel point nous nous battrons pour cette valeur dans un monde changeant et un monde incertain. Nous ne cessons pas de nous interroger sur nos objectifs et nos résultats, nos pratiques et nos méthodes afin de répondre aux attentes et aux besoins de notre environnement comme de nos membres, nos personnels et nos étudiants. Quatrième compétence, il y en a 5, la solidarité. La solidarité en prenant la collégialité et le dialogue, le partage des expériences et la mise en commun des compétences pour mettre notre savoir et notre compétence au service de notre environnement, de notre société. Et enfin, la dernière valeur, la responsabilité. La responsabilité, puisqu'on s'engage à évaluer constamment les bénéfices et les risques liés aux avancées du savoir scientifique. Je pense que si vous regardez le film Oppenheimer, cela peut vous expliquer de quoi on parle. Engagé au cœur de la cité nous-mêmes de l'IA, tout simplement. Les spécialistes mondiaux de l'IA se posent des questions sur l'impact sociétal et l'impact sur l'humanité de l'IA à l'heure actuelle. Et donc, nous avons une responsabilité de création de savoir pour l'humanité, puisque nous sommes engagés au cœur de la cité et nous contribuons à la formation des citoyens libres et responsables dans le respect des valeurs humaines. Et donc, je terminerai en écho avec le premier discours d'Arnaud Van Est, avec les fameux 3 points qui ont été donnés, finalement, j'ai l'impression vraiment que nos enfants ont le même âge. Ma dernière de 8 ans, en effet, me questionne beaucoup sur le monde changeant et cette éco-responsabilité que nous avons tous. J'étais aux manettes de la création du Congrès national de ma société savante il y a 18 mois, où le thème était santé environnementale et maladies cardiovasculaires. C'était une évidence que cette question était au-dessus de toutes. Finalement, le quotidien nous ramène à des choses tellement bassement matérielles, alors que l'éco-responsabilité, c'est l'enjeu de la vie longue de terriens sur notre terre. Et comme disait Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue au Collège de France, nous avions invité pour un parrainage de promotion, on n'est pas très anxieux pour la planète, elle se relèvera toujours, il y aura peut-être des grandes glaciations, par contre pour l'humanité, on peut se poser peut-être quelques problèmes. Et comme me disait Christophe Cassou, invité du congrès que j'avais organisé, Christophe Cassou, premier auteur des recommandations du GIEC, sur le groupe 1, c'est-à-dire le constat de la responsabilité humaine, on se rend bien compte que les climatologues n'ont que de grandes difficultés à convaincre. Dire vous allez manger moins de viande rouge pour faire en sorte que dans 2030, il y ait un impact, ça ne parle pas aux populations. Par contre, de dire mangez moins de viande rouge, vous aurez moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, vous prenez votre vélo et vous prenez moins votre voiture, pandémie Covid, et là je vous parle en tant que professeur de médecine vasculaire, 30% d'infarctus mondial dans le monde, en moins. Pourquoi? Diminution du stress. Ne rien faire, c'est la préserver. Passons. Deuxième chose, diminution de la pollution atmosphérique, particules 2,5, picomolaires, et on sait à quel point Nancy est engagée. Ici, à Nancy, ici on agit, a été organisé avec tous les acteurs nationaux pour pouvoir montrer à quel point nous devons cranter sur cette responsabilité mondiale, et les climatologues ont besoin du monde de la santé. J'avais invité Kevin Jean, professeur junior à l'ENS à Paris, qui nous disait que nous, médecins, serons en capacité de convaincre avec les climatologues d'autant plus facilement en disant on voulait moins de 30% d'infarctus, pas de souci, c'est les mêmes choses à faire que si on souhaitait réduire la pollution atmosphérique. Donc on a tous à y gagner et c'est un travail collectif. Quand j'en parle en conférence des doyens, on est encore
On a une marge pour faire croiser nos mondes. Pourtant, en tant qu'universitaire, nous sommes là pour faire croiser nos mondes. Donc, eh bien, à l'université, grâce à la politique forte de notre présidente, grâce à un soutien financier, nous avons été financés à hauteur d'1 million d'euros pour créer un éco-campus démonstrateur au sein de l'université avec une thématique qui sera une thématique One Health, une seule santé, santé humaine, santé de nos étudiants. Petit sujet, et vous savez à quel point nous sommes engagés pour cela. Santé animale, puisque nous avons une animalerie, et nous nous engageons pour ces animaux qui nous servent et qui nous permettent de pouvoir faire avancer la science. Et puis, santé végétale, nous avons plus de 20 hectares végétalisés sur un campus un petit peu exceptionnel. Donc, merci à l'université, merci de nous permettre de pouvoir incarner cette valeur d'éco-responsabilité. Deuxième chose qui a été dite, les pathologies chroniques et plus spécifiquement les besoins de la population. Clairement, nous, universitaires, avons notre responsabilité. On parlait d'universitarisation du territoire et du CHR. Maintenant, il est temps de passer à une vitesse supplémentaire pour former sur le territoire l'ensemble des hôpitaux et des responsables de terrain de stage hospitaliers comme des maîtres de stage universitaires libéraux qui permettront de pouvoir recevoir des étudiants avec des terrains de stage attractifs, puisque l'attractivité d'un stage nous permet de pouvoir d'autant plus créer un pipeline entre ici à Nancy où les étudiants étudient et également l'ensemble du territoire lorrain. Et mon ambition serait de créer cette fédération lorraine université-hôpitaux sur le territoire lorrain pour nous permettre de pouvoir former les équipes et attirer les jeunes sur les territoires, puisque un stage qui se passe mal, c'est un blacklisting étudiant direct. Et là, pour pouvoir refaire machine arrière, eh ben, c'est 5 à 10 ans où on rame. Donc, c'est une nécessité, et ce besoin, lorsque tout le monde me demande des internes sur un territoire, c'est un besoin, et je pense que l'université, de par notre action pédagogique, notre manière de pouvoir engager notre responsabilité de besoin de la population en soins, bien, parallèlement aux soins, bien, nous nous engageons sur le savoir, sur l'enseignement et sur la recherche sur le territoire. Et dernier point, le lien social, l'impact des valeurs, des enseignants et des étudiants. On a parlé de bienveillance tout à l'heure avec M. Dossin, c'était extrêmement vrai, mais comme le dit très bien Aline Boulanger, comme je le dis très bien également, il n'y a pas... Le 100% bienveillance peut être mal compris par les étudiants qui disent « Ah, Zuili, il est gentil, j'ai 5 sur 20, il va me rattraper ma note et je vais avoir un 18 du jour au lendemain. » Et donc finalement, bienveillance existe, mais en face, il faut mettre le mot exigence. Et les deux sont nécessaires. On parlait tout à l'heure d'excellence. Vous parliez, Monsieur Klein, d'excellence. Nous sommes 6e français. Nous avons des centres de référence nationaux, internationaux. Nous sommes dans l'excellence et ce que nous devons aller vers cette valeur-là. Eh bien, cette excellence-là ne peut passer qu'avec de l'exigence. Et cette exigence, c'est ce que nous allons incarner au quotidien. Et je vous demande et je vous remercie de pouvoir le faire au jour le jour sur l'enseignement que vous pouvez, et la transmission des connaissances que vous pouvez transmettre eh bien, au quotidien au CHRU. Je terminerai sur l'histoire des motards. L'histoire des motards en vous ouvrant, je n'ai pas écrit avec IA mais avec mon cœur, vous l'avez compris, en ouvrant une partie de ma vie privée, je ne serai jamais là sans un motard. Un jour de 98, grève à Paris, Paris sinistré, bloqué, place d'Italie en amont de boulevard de l'Hôpital, et je devais passer mon concours de ma première année de médecine rue de l'école de médecine, légèrement un peu plus loin. Je sors de la voiture où ma mère était en pleurs et je dis, je pars, j'y vais, c'est dans 30 minutes, je vais y aller en courant. Pour ceux qui connaissent Google Maps, ils diraient, boulevard de l'Hôpital, rue de l'école de médecine, il y a plus que 30 minutes à courir. Mais bon, dans mon idée de, vas-y, sur un malentendu, ça peut toujours passer, j'y suis allé et j'ai posé la question à un motard en lui demandant, vous voyez, tous vos discours m'ont beaucoup inspiré. En lui demandant, je passe un concours national, aidez-moi. Il m'a dit, je suis désolé, je vais dans l'autre sens. Et je continue à courir. Et là, j'entends boum boum. Et le moteur dit, bon petit, monte. Empathie, solidarité, où on s'oublie soi-même, mais on donne à l'autre. C'est exactement ce que vous faites au quotidien. Et c'est ce qu'on doit cultiver dans un monde changeant où l'individualisme est globalement le plus intéressant et puis marcher sur les autres pourrait forcément être une bonne idée, alors qu'il y a peut-être des règles de vie en communauté, en vie entre humains. Il m'a amené, il était casqué, je ne l'ai jamais vu, il m'a porté en haut au parc du Luxembourg, j'ai descendu au courant, je suis rentré, j'ai mis de l'eau sur la figure, il ne me restait plus qu'à réussir.
Et me voilà ici. Je me suis toujours promis d'écrire cette petite histoire sur le groupe des motards en colère pour les remercier, mais comme quoi les motards peuvent changer une vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous tous, vous êtes aussi là pour changer des vies. Et comme dirait Malala, et c'est ma citation, Malala, cette co-détentrice du prix Nobel de la paix en 2014, militante pakistanaise, elle disait « Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Alors changeons-le, meilleurs vœux à vous. » Donc, merci professeur Zully, merci Stéphane. Alors, tu as annoncé une fausse bonne nouvelle, ce n'est pas terminé, la cérémonie des vœux. Il y a encore 2 intervenants. Ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas de motards dans vos discours. Et donc, je vous propose maintenant d'illustrer la dernière valeur, qui est quand même l'ADN du CHRU, la valeur faire équipe. Et je propose pour cela de faire venir l'équipe du pôle laboratoire, qui est représentée aujourd'hui par le professeur Patricia Franck, Marie-Ange Moret, je t'ai fait un petit up, et Hervé Blanc, qui vont partager avec nous leurs initiatives de convivialité et de cohésion. La parole est à vous. Moi aussi, je suis petite. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour présenter cette valeur faire équipe, eh bien, nous allons parler à 3 voix et nous allons faire équipe comme nous l'avons fait très souvent. Alors, faire équipe, c'est une valeur qui est profondément ancrée et largement partagée au sein du pôle laboratoire. C'est une valeur qui se construit, qui s'installe progressivement et elle a commencé à s'installer dès 2015 avec le lancement du projet de biologie confié à l'époque par Monsieur Dupont et professeur Claudon. Toutes les équipes du CHU, alors un pôle, c'est pour le pôle laboratoire, c'est 15 structures, donc c'est 15 équipes différentes. Toutes les équipes n'ont fait qu'une pour co-construire ce projet, relever le défi qui nous était lancé. Et ça s'est concrétisé par la construction du bâtiment de biologie médicale et de biopathologie. Et la mise en place de plateaux techniques innovants, beaucoup d'innovation certes, et aussi beaucoup d'automation. Et cette automation nous a fait souffrir. Et on en parlera après. La rédaction du programme technique détaillé, les échanges autour des plans, les visites de chantier, l'organisation du déménagement qui a été fait avec les équipes de la logistique, et là on a fait équipe avec d'autres équipes que celles du CHU, sont autant de moments partagés dans la bonne humeur. Tous les acteurs étaient tournés vers un objectif commun. Ça me rappelle quelque chose, hein, tout ce que je suis en train de dire pour ceux qui savent l'engagement NHL. Les équipes fortement unies autour de ce projet se sont encore resserrées en 2019 dans l'adversité lors du démarrage un peu compliqué de ce nouveau bâtiment et surtout apprendre à s'approprier l'automation, dompter, maîtriser toutes ces machines qui étaient arrivées dans nos vies. Le faire équipe a réussi puisque nous avons relevé le défi en 6 mois. Alors, si vous avez bien suivi, on était en juin 2019 quand le bâtiment a ouvert, on est donc à fin 2019. Et donc, le faire équipe a encore été renforcé dès février 2020, lors de la pandémie Covid, puisque là, l'équipe laboratoire a dû se réinventer, plus solidaire que jamais. Elle a tenu bon, et avec courage, enthousiasme, rigueur. Des équipes se sont totalement reconstituées à ce moment-là, chacun en fonction de sa compétence, qui faisant les RT-PCR, tout le monde sait ce que c'est maintenant, qui faisant des prélèvements nasopharyngés, qui d'autres cherchant des réactifs désespérément. Le laboratoire est même sorti de ses murs pour aller en ville, soutenir la population et agir au niveau de la ville. Alors ça, c'est comment on construit une équipe et comment on la fait vivre, cette valeur au quotidien. Bien, c'est mettre en place toujours des actions d'amélioration pour la prise en charge des patients en développant des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, vous l'imaginez bien, sont extrêmement coûteuses, extrêmement pointues et en général, de plus en plus, on essaye de les mutualiser au sein des différentes disciplines de biologie et on fait des plateformes mutualisées pour continuer à entretenir cette valeur.
c'est également accompagner nos futurs professionnels, que ce soit des techniciens de laboratoire, mais également nos stagiaires, nos internes évidemment, les accompagner et les entourer d'une équipe bienveillante. Et puis, pour moins drôle, le faire équipe, c'est aussi la démarche qualité au niveau du pôle laboratoire qu'il faut soutenir et que l'ensemble, que le collectif doit soutenir. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, vous avez compris qu'on a construit cette valeur, faire équipe dans la difficulté, dans l'adversité, et c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup auprès du personnel laboratoire. Mais fort heureusement, le faire équipe, c'est aussi, et se décline aussi dans la joie, la convivialité et le partage de bons moments. Et là, je vais laisser la parole à Madame Mouret. Alors effectivement, construire une équipe soudée, solitaire, confiante, ça passe par des moyens technologiques très performants et adaptés. Ça passe aussi par des managements bienveillants, à l'écoute, mais ça passe aussi par des bons moments de convivialité qui sont faits de moments vraiment amicaux, des rires et surtout après des bons souvenirs. C'est aussi grâce à ces moments qui ne manquent pas au labo et qui sont pour la plupart des idées qui émanent de nos équipes que les liens se renforcent. En voici quelques-uns. Alors le premier, ce fut le concours de Noël. Alors celui-là, je crois qu'il est inoubliable. C'était en Noël 2020, donc effectivement après la période 2019, le début 2020 qu'on avait connu. Malgré la charge de travail gigantesque, le moment s'est arrêté. La magie de Noël a opéré, un moment suspendu. Pour tous ceux qui ont vu toutes les décorations, nous avons organisé un concours de Noël et les laboratoires ont été décorés, les équipes y ont mis tout leur cœur et ça s'est vu dans les décorations tellement c'était magnifique. C'est un moment qu'on ne dira jamais au BBB. Je crois que c'est notre vraiment bon moment. Alors après, ils se sont enchaînés beaucoup de moments. Le Cluedo, mais qui donc a tué Marie-Ange Moret? Donc vous l'aurez compris, ce n'était que moi-même. Je vous rassure, je vais très bien. Il y a eu la soirée loto également, que nous avons fait aussi au sein de celle de Saint-Julien. Donc en plus, c'était dans l'institution, donc c'était aussi un bon moment. Il y a eu l'escape game qu'on a fait à l'extérieur, une après-midi jeu de société. On a également un concours photo 2 fois par an. Donc là, compétition, mais bienveillance toujours et moment amical. Le faire équipe prend tout son sens, et sans fausse modestie, dans le talent de notre équipe de football, notre équipe Foot Real Lab. Nous sommes quand même, l'équipe est montée 2 fois sur le podium, et j'informe toutes les directions, tous les services et tous les pôles présents que l'année prochaine, l'objectif, c'est le haut du podium, parce qu'ils ont du talent, mais aussi parce qu'ils ont une équipe de supporters digne de ce nom. Je passe la parole à René Blanc. Faire équipe, c'est aussi faire équipe autour d'un projet, c'est-à-dire faire bloc autour d'un projet. Et pour faire bloc autour d'un projet, il faut une équipe managériale qui soit unie, ça va de soi, mais qui unisse aussi autour de ce projet. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on est arrivé à faire et qu'on continue à faire au pôle laboratoire. Donc on est, pour reprendre une métaphore un peu sportive, on est ce môle qui va dans cette direction et qui pousse et qui embarque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est parfaitement arrivé à faire et c'est vraiment une satisfaction pour moi d'être un des animateurs des projets du pôle laboratoire parce qu'on sent cette cohésion qui nous fait aller dans ce sens-là et rien que déjà avoir conscience de cette envie des professionnels d'aller animer ce projet collectif, c'est déjà en soi une réussite et c'est vrai que c'est une grande satisfaction. Mais c'est aussi notre capacité à prendre en considération les besoins de l'hôpital et c'est aussi, bien entendu, surmonter des difficultés quotidiennes qui nous posent des défis, mais qu'on arrive à surmonter parce qu'il y a cette cohésion interne qu'on a su cultiver précédemment. Donc, bien entendu, comme l'a souligné Marie-Ange, faire équipe, quand il y a des bons moments, c'est toujours aussi sympa, mais on en récolte le fruit, c'est ce qu'il faut retenir dans les moments difficiles,
Et tout cela, c'est en ayant donné une direction qui soit la plus partagée possible. Je crois que pour le pôle laboratoire, il y a des projets qui sont extrêmement dimensionnés, très importants pour le CHRU de Nancy, avec des niveaux de compétences et d'excellence qui sont reconnus par la plupart des autres pôles. Et je pense que cette cohésion interne se ressent vraiment dans la performance qu'on peut dégager sur les indicateurs qui soient bien entendu cliniques mais aussi économiques. Donc au nom du pôle laboratoire, puisque je suis le dernier à intervenir, je vous souhaite une excellente année 2026. Eh bien, je crois que je vais revenir au pôle labo. Merci à vous. Et nous accueillons enfin Madame Christelle Ratigné-Carbonel, directrice générale de l'ARS Grand Est, donc pour cette dernière prise de parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et donc je vous rassure, je suis réellement la dernière intervenante. Enfin, je parle sous le contrôle notamment d'Arnaud et de Sylvie, mais je suis la dernière intervenante. Alors c'est toujours une gageure de clôturer, bonjour Madame la Présidente, de clôturer en effet une cérémonie avec après en effet des interventions extrêmement marquantes. Alors je n'aurai pas d'anecdote motard. Cher Stéphane, je ne suis pas sûre. Enfin, d'autres, mais oui, on n'ira pas plus loin. Donc, quelques éléments, en effet, et inspirés de l'ensemble des discours. Déjà, avant tout, tous mes voeux en ce début d'année, ça fait beaucoup de gratitude et évidemment d'admiration pour vous toutes et tous que je suis à vos côtés pour que nous nous adressions en effet nos vœux les plus chaleureux, CHRU, ça doit être ça, pour cette nouvelle année 2026. Je pense qu'il faut que nous soyons ambitieux, donc nous allons nous souhaiter de la lumière, de la sérénité et beaucoup de joie. Et en effet, ce qui a été rappelé au travers des différents discours et notamment avec les 4 valeurs du CHRU, eh bien, c'est indispensable, notamment dans un monde aujourd'hui qui bouge, qui se transforme, qui va très vite. Je pense que la notion de collectif, la notion de bienveillance, la notion de respect, elle est indispensable, évidemment, dans nos institutions, dans notre vie, au niveau national et au niveau international. On en échangeait avec le directeur général. Tout va très vite, y compris avec les décalages horaires que nous avons avec une autre partie du monde, et ce qui est valable à minuit ou 1h du matin peut être très différent à 6h ou à 7h du matin. Et donc, c'est indispensable, en effet, d'être ensemble. J'oserais, si vous me le permettez, Monsieur le Directeur Général, de rajouter une valeur à ces 4 valeurs, même si l'acronyme BREF est exceptionnel, c'est l'humilité. Et je pense que c'est important, en effet, de tous avoir cette humilité, et notamment lorsque l'on est, en effet, à la fois tout en haut avec cette excellence, et le CHRU est en effet évidemment dans cette excellence. Très clairement, vous l'avez dit, 6e hôpital français dans le classement du point. Alors ceux qui y sont trouvent que c'est une référence, ceux qui n'y sont pas, voilà, c'est toujours plus compliqué, mais c'est en tout cas un élément de comparaison et c'est important. Et évidemment, lorsque nous sommes, et comme le CHRU, comme vous êtes toutes et tous dans l'excellence, l'humilité, elle est importante. Et c'est pour moi très connecté au respect. Et c'est important en effet de pouvoir faire grandir les autres et de les accompagner en fonction, évidemment, en capitalisant sur leurs forces, mais en prenant en compte aussi leurs faiblesses et pouvoir les amener. Donc l'humilité est évidemment un enjeu pour moi qui est majeur. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce collectif, cet ensemble évidemment au sein du système de soins, mais avec l'ensemble des acteurs évidemment de l'État, que ce soit... Et là, évidemment, je parle en tant que directrice générale de l'ARS et nous le voyons bien, que ce soit dans le monde de la santé, le monde hospitalier, le monde libéral, même si en ce moment, ce n'est pas complètement, en effet, pas complètement facile, mais chacun a sa pierre, chacun apporte sa brique et nous devons évidemment prendre en compte l'ensemble de ses forces, je le dis aussi, l'ensemble de ses difficultés et faiblesses pour pouvoir avancer. Et c'est comme cela que nous arriverons en effet à pouvoir continuer évidemment avec
je le dis souvent, hein, le fait d'être un CHU, c'est la locomotive, et donc la locomotive, et vous l'avez dit, Madame Bury, et je le partage, même si c'était un ancien directeur général de l'ARS qui l'a dit, mais comme tout être humain, nous avons des droits, mais nous avons aussi et surtout des devoirs, et chacun à notre niveau, et c'est bien, en effet, avec cette... et quand on est locomotive, c'est évidemment important, mais ça permet, si on va trop vite ou si on ne fait pas attention, eh bien forcément les wagons derrière, on n'arrive pas à les accrocher. Donc c'est vraiment en effet cet équilibre précieux qu'il est important de pouvoir mobiliser. La notion du territoire, le doyen de la faculté de médecine l'a indiqué, c'est évidemment indispensable. Nous n'aurons pas tout partout, dans tous les endroits. Donc il faut en effet pouvoir se le partager, il faut pouvoir se le dire, et qu'il y ait en effet être dans cette gradation et être dans cette coopération qui est évidemment indispensable. Et je pense que pour y arriver, en fait, il y a une chose assez simple, c'est-à-dire que la place des patients, la place des usagers, elle est indispensable. Et si, en effet, nous sommes réellement dans la démocratie sanitaire, on reparlait en aparté ensemble de la loi de 2002, qui est une loi évidemment de référence sur la place des usagers. On la regarde, on est à 2002 de 24 ans. Elle n'a pas pris une ride. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Elle était en effet très avant-gardiste, je trouve, y compris sur le tout début des années 2000. Et en fait, tout cela devient évident et devient limpide lorsque l'on a évidemment l'usager, là je parle du patient, mais l'usager de manière générale et le citoyen au centre de tout. Et donc de ce fait, évidemment, tout s'articule autour de la manière la plus adéquate. Donc chacun apporte sa pierre et on le voit, vous le voyez au quotidien et vous le faites toutes et tous dans un établissement de santé, mais également au-delà sur le territoire, évidemment entre la ville et l'hôpital, et puis entre les différentes entités, les différentes institutions, avec les élus, bien évidemment, avec aussi ça c'est le signe de il faut s'arrêter. Donc voilà, je pense que il me reste 30 secondes et encore, et je pense que c'est vraiment le temps d'arrêter. Merci beaucoup pour le signal, c'était parfait. Et donc à la fois avec l'ensemble des institutions, et c'est évidemment important. Et à nouveau, je le dis, évidemment, la dimension d'un CHU qui est majeure, et sur notre territoire, en effet, le CHRU de Nancy, avec cette valence universitaire, recherche. Alors j'ai un conflit d'intérêt majeur étant chercheur de formation par définition, mais c'est important. Et ça permet en effet de montrer la voie, d'emmener, d'accompagner, de faire grandir. Pour moi, c'est un terme sur lequel je suis particulièrement attachée, faire grandir, comme avec nos enfants, je partage. Alors, ils sont un tout petit peu plus grands, mais c'est évidemment le sens pour moi premier, et c'est le rôle de l'Agence régionale de santé, avec cette évolution, cette adaptation permanente, cette agilité, cette transformation. Cela a été dit, et je crois que c'est président de la CME qui l'indiquait, hein, se transformer, c'est pas forcément simple. Voilà, je remercie mes équipes qui sont présentes. Voilà, je sais que voilà, je leur demande aussi beaucoup en termes d'adaptation, en termes d'agilité, mais c'est comme ça que nous arrivons en effet à avancer. Nous avons chacun, je pense, une partie de la réponse, une partie de la solution, une partie du puzzle en fait, et c'est vraiment en étant ensemble qu'il faut continuer. Donc pour moi, 2026, évidemment, cela doit être la suite de nos transformations structurantes. Elles sont indispensables. De toute façon, on le voit bien par rapport aux défis que nous avons. Donc, continuer évidemment à travailler de manière conjointe afin d'anticiper au mieux, de structurer évidemment l'offre de soins. La communication, je partage, le doyen de la fac de médecine le disait, la communication, elle est indispensable. Je pense que aujourd'hui et encore plus maintenant, un très bon projet mal porté et mal expliqué, efficace, on n'y arrivera pas. Malheureusement, quelquefois, un projet pas complètement adéquat, mais très bien porté en termes de com, quelquefois, ça peut avancer. Donc, on voit l'importance, en effet, de pouvoir communiquer. Aujourd'hui, vous le savez, nous faisons face à une infodémie. Nous avons énormément d'informations
voilà, de toutes parts. Donc, il est important, et nous, en tant qu'institution, je nous inclus toutes et tous, il est indispensable de pouvoir avoir, en effet, cette parole, expliciter, en effet, et de manière factuelle, de manière scientifique. Vous l'avez vu, il y a eu la remise hier par le professeur Molima du rapport auprès de la ministre sur l'information, et donc, et notamment sur les fake news. Et donc, ça, c'est évidemment important, avec une stratégie nationale qui est mobilisée, et c'est évidemment indispensable. L'infodémie est un mal, enfin réellement, et donc on le voit bien, nous sommes submergés constamment, évidemment, d'informations. Nous sommes tous connectés, et je le dis, moi la première, à nos smartphones en continu, donc nous avons des flots continus, évidemment, d'informations. Et donc, c'est important, en effet, de pouvoir enseigner, évidemment, à nos étudiants la capacité d'avoir le recul, la capacité, en effet, de prendre le temps. Aujourd'hui, notre rapport au temps est très contracté. Et en effet, même si malheureusement, on a un tout petit peu l'impression que c'est comme cela, mais en fait, tout ne se résout pas et tout ne se décide pas en 160 caractères. Enfin, la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas 160 caractères. On a un tout petit peu l'impression. On a quand même ce sujet-là, et ce sujet de la loi du plus fort, ce qui m'attriste particulièrement. Voilà, c'est probablement un peu personnel, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attriste particulièrement. Donc, dans le monde de la santé, où nous sommes tous impliqués, en effet, avec l'attention à l'autre, soyons forts sur nos valeurs, soyons intimement forts et vraiment très unis sur cela, puisqu'on le voit bien, ça tangue beaucoup autour, ça tangue beaucoup partout dans le monde, et donc c'est ensemble que nous arriverons en effet à être évidemment le plus résilient possible, et puis permettre, pour reboucler avec la première intervention du directeur général, et je partage, le plus beau reste à faire. Et lorsque c'est dit par nos enfants, et notamment par des jeunes enfants, tu disais ta petite Alice qui en effet a 8 ans, on le dit très souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc il suffit juste que les adultes fassent ce que les enfants demandent. Et en effet, le plus beau reste à faire. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2026. Merci Madame la Directrice Générale pour vos propos, votre soutien. Il me revient désormais de clôturer cette cérémonie en vous remerciant chaleureusement pour votre participation ici à Nancy et en visio, en remerciant également toutes les équipes qui ont organisé cette cérémonie et qui en ont permis le bon déroulé, ainsi que tous les professionnels de notre belle maison. Au nom du CHRU de Nancy, donc je vous adresse nos meilleurs vœux pour l'année 2026, qu'elle soit riche de projets partagés, de réussite collective. Bonne année à vous.